Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une figure politique qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, Jordan Bardella. On a regardé pas mal de choses, des sources biographiques, des articles, pour essayer de comprendre un peu son parcours qui est assez fulgurant, on peut dire. L'idée, c'est vraiment de décrypter sa trajectoire, son profil. Alors, on y va ? Oui, tout à fait. C'est une personnalité intéressante parce que son ascension a été très très rapide et aujourd'hui il est à des postes vraiment clés. Président du Rassemblement national, le RN, et puis tout récemment président du nouveau groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Donc oui, analyser son parcours, ça permet de comprendre certaines dynamiques politiques actuelles en France et même en Europe. Alors, commençons par le début, si on peut dire, ses origines. Il est né en septembre 1995, à Drancy, c'est en Seine-Saint-Denis. C'est ça. Et on entend souvent, enfin il met souvent en avant son enfance en HLM à Saint-Denis avec sa mère qui était ATSEM. Oui, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles. C'est vrai que c'est une image qu'il cultive, celle du jeune de banlieue, issu d'un milieu modeste. Mais apparemment c'est un peu plus nuancé que ça, non? Bah oui, tout à fait. Les sources qu'on a consultées montrent aussi une autre réalité. Son père, lui, est patron d'une PME, une entreprise de distribution de boissons. Et ça a fait qu'il a aussi grandi dans un cadre plus favorisé, à Montmorency, dans le Val d'Oise. Ah oui, Montmorency, c'est pas tout à fait la même chose que la cité Gabriel-Péry à Saint-Denis. Non, clairement pas. Et ça se traduit concrètement. Il est allé dans un établissement privé catholique, son père lui a offert une voiture pour ses 18 ans, il a pu voyager, donc oui, il y a cette dualité, disons, entre le récit banlieue et une réalité matérielle plus confortable. C'est souvent pointé comme un élément de sa communication politique, en fait. C'est intéressant ce contraste. Et ses origines familiales aussi. C'est un mélange. Il parle beaucoup de ses racines italiennes, c'est vrai. Oh oui, majoritairement italienne. Mais il y a aussi un quart d'origine algérienne, côté paternel. Sa grand-mère, Réjeanne Mada, son père à elle, donc l'arrière-grand-père de Jordan Bardella, Mohan Seguir Mada, était kabyle. Il est arrivé en France dans les années 30. Exactement. Et c'est un point sur lequel il communique très très peu, voire pas du tout en fait. L'accent est mis quasi exclusivement sur l'Italie. Hmm. Et niveau études alors, après le bac? Alors, il a eu un bac ES, mention très bien, en 2013. Ensuite, il a tenté Sciences Po Paris, le concours d'entrée, mais il a échoué. D'accord. Du coup, il s'est inscrit en licence de géographie à la Sorbonne, Paris 4. Mais bon, il a arrêté assez vite, sans obtenir de diplôme. En fait, il a choisi de se consacrer entièrement à la politique. Et il y a cette petite info qui circule sur son adolescence. Un pseudo sur YouTube, Mister Jordan 8320. Ah oui. C'est ressorti ça. Apparemment, il faisait des vidéos sur les jeux vidéo. Il commentait des parties de Call of Duty, je crois. Et ça marchait pas mal d'ailleurs. Ça tranche un peu avec l'image sérieuse d'aujourd'hui, c'est sûr. Oui. Bon, et l'engagement politique alors, ça vient vite? Ah oui, très tôt. Il adhère au Front National, qui s'appelait encore comme ça à l'époque, en 2012. Il a 17 ans à peine. Et il dit pourquoi? Il a déclaré l'avoir fait pour Marine Le Pen plus que pour le Front National. C'était vraiment la figure de Marine Le Pen qui l'attirait. Et après ça, ça s'enchaîne à une vitesse Ah impressionnante. oui? Comment ça? Dès 2014, il a même pas 20 ans, il devient secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis, le plus jeune de France à ce poste. En 2015, il est brièvement assistant parlementaire européen pour Jean-François Jalc. Bon, ça c'est un épisode un peu controversé, on y reviendra peut-être. D'accord. Mais cette ascension rapide, elle s'explique comment il a eu des appuis. C'est la question que beaucoup se posent. Certaines sources mentionnent des réseaux, comme celui de Frédéric Chatillon, une figure de l'extrême droite radicale, qui aurait pu jouer un rôle. Lui, Bardella, il minimise ça, il dit qu'il n'est proche que de Marine Le Pen, mais bon. En tout cas, dans le parti, il graine vite les échelons, porte-parole en 2017. Oui. Puis il prend la direction du FNJ, le mouvement jeunesse, qui devient Génération Nation en 2018. Vice-président du parti en 2019, premier vice-président en 2021. C'est là qu'il y a cette anecdote rapportée par un ancien coach en communication Ah oui. qui aurait dit qu'au début, il le trouvait un peu comme une coquille vide, qu'il fallait l'aider à paraître plus sympa, plus accessible. Ça suggère qu'il y a eu un vrai travail sur son image publique. C'est plausible, oui. Et sur le plan électoral, ça donne quoi au début? Eh bien, les premières tentatives sont pas des succès. Il échoue aux élections départementales en 2015, puis aux législatives en 2017. Mais il est quand même élu conseiller régional d'Île-de-France dès 2015. Il met un pied dans le système si on veut. Et le tournant majeur, c'est les européennes de 2019, j'imagine. Exactement. Il est désigné tête de liste du RN,
un peu à la surprise générale d'ailleurs, vu sa jeunesse. Et là, coup de théâtre, sa liste arrive en tête devant celle de La République En Marche. Ça le propulse vraiment sur le devant de la scène. Il devient député européen à 23 ans. Incroyable quand même. Et au Parlement européen, il fait quoi au début? Alors au début, il siège seulement à la commission des pétitions, la PIT. C'est une commission qui n'a pas de pouvoir législatif direct, elle traite les plaintes des citoyens. Bon, c'était peut-être un rôle un peu mineur pour une tête de liste victorieuse. D'ailleurs, son activité globale au Parlement européen sera pas mal critiquée plus tard pour son manque d'implication. D'accord. Et en 2021, il y a les régionales, en Île-de-France. Oui, il est tête de liste, mais là, le résultat est plutôt décevant pour le RN. Son score est en baisse par rapport à celui de Valérie Pécresse en 2015, enfin par rapport au score du FN à l'époque. Mais arrive 2021-2022, et la nouvelle étape, non. Il assure l'intérim de Marine Le Pen. Oui, pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, c'est lui qui tient la boutique, qui préside le parti par intérim. Et la consécration arrive en novembre 2022. Il est élu président du Rassemblement national. Il bat Louis Alliot, le maire de Perpignan, avec un score écrasant, près de 85% des voix des adhérents. Et là, c'est symbolique, parce que c'est la première fois que le parti n'est pas dirigé par un Le Pen. Absolument. C'est un tournant historique pour le parti, même si, évidemment, il affiche une loyauté sans faille à Marine Le Pen et se place dans sa continuité. Mais cette élection, elle a aussi créé pas mal de tensions en interne, faut le dire. Ah oui? Genre quoi? Des figures historiques comme Steve Briouat, le maire d'Aigny en Beaumont, qui soutenait Alliot, ont été mises à l'écart. Briouat a parlé de purge, il a accusé la nouvelle direction de vouloir re-radicaliser le parti, de revenir en arrière sur la dédiabolisation. Il y a eu des analyses aussi sur le rôle de certains réseaux dans son élection. La Good Connection. Oui, notamment Mediapart a enquêté là-dessus. L'idée, c'est que des anciens du GUD, ce groupe étudiant d'extrême droite très radical des années 70-80, qui sont pour certains restés influents dans les milieux d'affaires ou de la communication proche du RN, auraient soutenu activement Bardella. D'accord. Ça donne une idée des dynamiques internes. Peut-être plus dur sur certains points que celle de Louise Alliot ou même que la ligne officielle de Marine Le Pen sur certains sujets. Et on arrive à 2024, nouvelles élections européennes. Et nouveau succès pour lui. Il est encore tête de liste et le RN fait un score encore plus fort, plus de 31%. C'est énorme. Et dans la foulée, il prend la présidence d'un nouveau groupe au Parlement européen. Oui, le groupe Patriotes pour l'Europe, PFE. C'est une initiative lancée avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban et d'autres partis alliés comme le FPÖ autrichien. Et cette fois, au Parlement, il intègre une commission beaucoup plus stratégique. La commission des affaires étrangères, l'AFET. Donc il monte en grade, y compris sur la scène européenne. Clairement, c'est une volonté d'affirmer son influence, de gagner en crédibilité internationale. Bon, alors justement, parlons un peu du fond de ses positions politiques. L'immigration, évidemment, c'est central pour le RN. Oui, c'est le marqueur principal. Son discours est très très ferme là-dessus. Opposition radicale à l'immigration. Les sources notent qu'il utilise souvent des périphrases, mais qu'il adhère à la théorie controversée du grand remplacement. C'est cette idée d'une substitution de population en Europe. C'est ça, une théorie popularisée par l'écrivain Renaud Camus. Marine Le Pen avait un peu mis de côté cette expression, mais Bardella, lui, semble y revenir plus ou moins directement. Concrètement, il propose par exemple de supprimer les aides sociales pour les étrangers en situation irrégulière, de conditionner l'accès à certaines prestations sociales à la nationalité ou à une durée de présence. D'accord. Et sur les questions de société? Le mariage pour tous, par exemple. Alors là, il y a eu une évolution. Au début de son engagement, il était contre. Aujourd'hui, il dit que c'est un acquis, mais il ajoute que ça pouvait être remis en cause par un RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Donc la porte n'est pas complètement fermée. Et sur d'autres sujets? Cannabis? IA? Il s'est dit favorable au cannabis thérapeutique, mais contre la légalisation pour un usage récréatif. Et plus récemment, il s'est montré inquiet face à l'intelligence artificielle, comme ChatGPT. Il a même parlé de l'autre grand remplacement, une formule assez forte. Ok. Et l'économie? Quelle est sa ligne? Traditionnellement au FN. Il défend la baisse des impôts de production, la CVAE, la C3S. Il a même salué la baisse de l'impôt sur les sociétés faite sous Macron. Il est pour le RSA, mais conditionné à 15-20 heures d'activité par semaine. Et il y a eu ce gros débat en juin 2024
sur la réforme des retraites. Ah oui, le revirement. Pendant longtemps, le RN promettait d'abroger la réforme Macron qui repousse l'âge légal à 64 ans. Et puis, juste avant les législatives anticipées, Bardella a dit que finalement, ce ne serait pas fait tout de suite en cas d'arrivée au pouvoir, que ce serait pour plus tard, voire pas du tout si la situation budgétaire ne le permet pas. Ça a fait grincer des dents, non? Oui, beaucoup. Chez les syndicats, à gauche, mais aussi chez certains électeurs potentiels du RN. Les analystes y voient soit une forme de réalisme budgétaire forcé, soit une stratégie pour rassurer les milieux économiques, soit peut-être une répartition des rôles avec Marine Le Pen. Elle parle aux classes populaires, lui aux classes moyennes et aux retraités. C'est une hypothèse. Passons à l'environnement. Là, sa position est assez particulière, non? Oui, très à contre-courant. Il affiche un scepticisme très marqué vis-à-vis des politiques environnementales actuelles. Il se pose en défenseur de la voiture, de la viande. Il est farouchement opposé aux éoliennes, qu'il appelle un drame pour l'environnement. Un drame, carrément. Oui. Il est aussi contre les ZFE, les zones à faible émission dans les villes, qu'il qualifie de mesures séparatistes socialement injustes. Il dénonce l'écologie punitive, le pacte vert européen. Il y a cette analyse du Monde qui disait que s'il arrêtait les renouvelables, ça ferait monter les factures, les émissions de CO2 et ça réduirait notre souveraineté énergétique. C'est ça. Lui, il veut aussi lever les interdictions de louer les passoires thermiques. Sa vision, il la résume avec cette phrase choc: le meilleur allié de l'écologie, c'est la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'idée derrière, c'est que les problèmes écologiques viendraient surtout de l'immigration, du libre-échange mondialisé. Et donc, que la solution, ce serait de fermer les frontières, de revenir au localisme. C'est une vision très nationaliste de l'écologie qui met de côté les enjeux climatiques globaux, en fait. D'accord, je vois le raisonnement. Et à l'international, pour finir sur les positions, ses alliés, ses modèles? Il a souvent cité l'Italien Matteo Salvini, le leader de la Ligue, comme un modèle. On sait aussi qu'il y a eu des liens par le passé avec le Cercle Pouchkine, un think tank jugé pro-Kremlin. Et sur l'Ukraine? Sa position a un peu évolué. Le RN était historiquement plutôt conciliant avec la Russie. Depuis l'invasion de 2022, il a condamné l'attaque, il appelle au retrait des troupes russes, mais il reste une certaine ambiguïté sur le statut futur de la Crimée ou du Donbass. Il semble se rapprocher de la ligne de Giorgia Meloni en Italie, condamner la Russie, mais rester critique envers l'UE. Mais il y a eu ce vote bizarre en juillet 2024, non? Oui, juste après être devenu président du groupe FI, il a voté contre une résolution du Parlement européen qui prévoyait une aide financière importante à l'Ukraine. Ça a un peu brouillé son message de soutien affiché. Effectivement. Bon, on a parlé du parcours, des idées, mais il y a aussi les controverses, les affaires, et elles semblent assez nombreuses le concernant. Oui, c'est indéniable. Son parcours est jalonné de polémiques et d'affaires judiciaires. Sur le plan judiciaire d'abord, il y a eu cette condamnation pour diffamation en mars 2025. Il avait dit que Trappes était une république islamique en miniature. La ville a porté plainte et il a perdu. D'accord. Et puis, il y a cette affaire qui revient tout le temps. L'emploi présumé fictif d'assistants parlementaires. Exactement, ça date de 2015, quand il avait 19 ans. Il était censé être l'assistant parlementaire européen de Jean-François Jalc pendant quelques mois. Plusieurs journaux, Challenge, Libé, Le Canard enchaîné et surtout l'OLAF, l'Office antifraude européen, ont enquêté. Et ils ont trouvé quoi? Des gros doutes sur la réalité du travail qu'il a fourni pour le salaire qu'il a touché, environ 40 000 euros bruts. Récemment, un livre d'un journaliste de Libération, Tristan Berthelou, a même publié des éléments qui suggèrent qu'il aurait tenté de produire des fausses preuves, après coup, pour justifier ce travail. Ah, quand même. Et lui, il dit quoi? Il nie tout en bloc. Il parle d'acharnement médiatique et politique, il a attaqué Libération en diffamation, mais le tribunal a estimé que le journal avait le droit de parler d'assistants parlementaires fantômes, vu les éléments. Et suite au livre, une association anticorruption a déposé une nouvelle plainte contre lui pour escroquerie en mars 2025. Donc l'affaire est loin d'être finie. C'est une sacrée épine dans le pied. Et il n'est pas que ça comme polémique. Non, loin de là. Il y a eu ses propos sur Jean-Marie Le Pen en novembre 2023. Sur BFM TV, il avait dit « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». Ah oui, ça avait fait un tollé monstre. Énorme, oui. Vu les dizaines de condamnations de Le Pen père pour propos antisémites ou négationnistes, quelques mois plus tard, Bardella a dû rétropédaler, il a parlé de maladresse, puis a fini par reconnaître le caractère éminemment antisémite des propos de Jean-Marie Le Pen, mais le mal était fait, en termes d'image. Et il y a eu aussi cette histoire de compte Twitter anonyme, Repnat du Gaïto.
Oui, révélé par l'émission Complément d'enquête sur France 2. Selon l'enquête, basée sur des témoignages d'anciens proches et des recoupements, il aurait tenu ce compte Twitter entre 2015 et 2017. Et sur ce compte, il y avait des messages carrément racistes, homophobes, des insultes contre des journalistes, des opposants. Et il suivait ce compte Marine Le Pen. Oui, jusqu'à la diffusion du reportage, elle suivait ce compte anonyme. Lui, Jordan Bardella, il dément formellement être l'auteur de ces tweets. Le RN avait même menacé France Télévisions de poursuite. D'accord. Et on lui reproche aussi son manque d'assiduité, c'est ça? Oui, c'est une critique récurrente. Son travail au Parlement européen est jugé très faible par beaucoup d'observateurs. Très peu d'amendements déposés, peu présents en commission, surtout au début. On l'a aussi critiqué pour son absentisme au Conseil régional d'Île-de-France, avant qu'il ne démissionne début 2025. C'est de là que vient le surnom Barbé Pala que ses opposants utilisent. C'est pas très flatteur. Non. Et puis, plus récemment, il y a eu cet incident au Parlement européen janvier 2025, où il s'est fait un peu recadrer parce qu'il semblait pas connaître une règle de procédure, et aussi l'annulation de sa venue à la CIPAC, la grande messe des conservateurs américains, Ah oui, pourquoi? à cause d'un geste de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, qui a été interprété comme une référence nazie lors d'un événement où Bardella devait parler. Du coup, il a annulé, et Bannon, vexé, l'a traité publiquement de fillette. Ambiance. Ouais, ambiance tendue. Bon, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a un parcours politique hors norme, c'est clair, par la vitesse. Une image très travaillée, jeune, moderne. Oui, mais en même temps, des positions idéologiques très ancrées dans l'histoire de l'extrême droite française, voire durcies sur certains points. Et puis, toutes ces controverses, ces affaires judiciaires qui ternissent un peu l'image lisse qu'il essaie de donner. Et qu'est-ce qui est le plus marquant pour vous dans tout ça? Je dirais cette capacité à incarner pour son parti un vrai renouvellement de génération après des décennies de domination de la famille Le Pen. Ça, c'est indéniable. Mais en même temps, il semble consolider, voire renforcer les fondamentaux idéologiques, surtout sur l'identité, l'immigration. Ce mélange qui est frappant. Et son influence qui grandit en France et maintenant en Europe avec ce groupe Phi, ça pose forcément des questions sur l'avenir de la droite radicale, sur sa normalisation. Oui, c'est une vraie question. Et peut-être, pour finir, une interrogation qui reste en suspens. Face à cette ascension si rapide, à cette jeunesse au pouvoir dans un parti avec une telle histoire, qu'est-ce qui domine finalement? Est-ce que c'est l'ambition personnelle, la stratégie de com très affûtée, ou est-ce que c'est d'abord le poids d'un héritage idéologique qu'il reprend et adapte? La réponse est sans doute un peu des deux, mais la proportion, ça déterminera beaucoup de choses pour la suite, non? C'est une excellente question pour laisser nos auditeurs réfléchir, effectivement. La part de l'homme et la part de l'idéologie dans ce phénomène politique, c'est sans doute la clé pour comprendre ce qui se joue.